Vous êtes sur Medi 1, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de problématiques liées à la jeunesse, vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première sera consacrée à, on va dire, une transformation, un processus que nous devons tous mettre en place pour essayer en tout cas d'être une bonne personne, tout simplement. On parlera des défauts. Comment transformer ces défauts en qualité? Élément de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, pas très loin de la première partie, en tout cas, nous allons faire un focus, mes invités et moi, sur le caractère, on va dire, cette qualité d'être humble. Comment devenir humble au point d'en être une bonne personne? Des éléments de réponse également en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de notre ami Stéphane. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Première participation à Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, monsieur. Nous avons également un habitué de ce plateau, je ne sais plus combien de participations, Livens, quoi, 5e participation, sinon plus. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Tu es étudiant en marketing, sinon consultant junior en marketing. Merci en tout cas d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. C'est toujours un plaisir, Régis. Plaisir partagé également pour un habitué de ce plateau aussi, Chris Baker. Vous êtes à la tête d'un ce qu'on appelle le journal du web. En tout cas, c'est une plateforme qui met en place un petit peu les activités de la communauté dans laquelle vous êtes issu, en l'occurrence la communauté gabonaise. En tout cas, merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi qui vous remercie, Régis. C'est toujours un plaisir. Et on termine cette phase de présentation avec la seule femme de ce plateau, Kelly. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Je vous remercie. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous allons nous attacher à notre première thématique, donc c'est comment transformer ces défauts en qualité. Chris Baker, je démarre avec toi. Évidemment que les défauts, on les a tous. On a toujours au moins un petit défaut en nous. Mais à quel moment on s'en rend compte qu'on a des défauts et comment justement arriver à ce processus, c'est-à-dire transformer ces défauts en qualité, selon toi, évidemment. Merci beaucoup, Régis, pour l'honneur que vous me faites ce jour. Alors, comment transformer ces défauts en qualité? Le premier processus de transformation de défauts en qualité, c'est déjà l'identification de ces défauts. Donc, il faut, en amont, aller sur la base d'une prise de conscience. Dès que tu commences à être conscient de tes défauts, systématiquement, on peut envisager à une solution, à une transformation. Alors, cette identification va passer par plusieurs caractéristiques. Lesquelles? Que sont les différents défauts qu'on peut retrouver chez un homme. D'accord. Et aujourd'hui, dans notre société, ce qu'on peut prendre... Homme avec grand âge, évidemment. Effectivement, quand je parle d'hommes, les femmes sont incluses. D'accord. Et quand on parle de défauts aujourd'hui, pour ce qui me concerne moi, j'identifie comme premier défaut l'alter ego, le moi. La mise en évidence du moi, c'est un très grand défaut qui parfois va nous amener à certaines dérives parce que... Quand tu parles du toi, c'est-à-dire comment tu résumes ça? C'est-à-dire quoi? C'est le toi un peu égoïste? C'est le toi un peu, je veux dire quoi, pas très sociable? Comment ce toi-là, c'est ce que tu viens de décrire, comment tu perçois ça? Je veux dire pour nous là, parce qu'on ne comprend pas un petit peu ce que tu essaies de dire. Mais est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le Baker égoïste? C'est le Baker trop sociable? C'est le Baker associable? C'est quoi au juste? Oui, quand on parle d'une mise en évidence excessive du moi, c'est la mise en évidence de son alter ego. C'est-à-dire, on s'auto-suffit, on est cette personne qui parfois, à cause de trop se concentrer sur sa personne, devient de plus en plus égoïste. On ne pense plus aux avis des autres, on ne pense plus aux considérations des autres. Et pour moi, ça a toujours constitué un défaut majeur. Maintenant, après, il y a plein d'autres dérives autour, telles que
la malhonnêteté. Bon, on aura l'occasion en tout cas d'étaler tous tes défauts, mais il ne faut pas tous l'étaler ici. Il ne faut pas tout étaler ici, mon cher Chris Becker. On aura l'occasion évidemment de revenir un petit peu sur ces défauts qui te caractérisent. Kelly, Chris Becker parlait évidemment de ces défauts. Est-ce que toi déjà, tu t'es retrouvé dans une situation où un membre de ta famille, je ne sais pas, papa, maman ou la grande sœur ou le petit frère aussi, ça peut arriver, ont eu à te reprocher certaines choses et à mettre en évidence tes défauts, et comment tu as réagi face à ça? Bon, comment je réagis face à ça? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où on a souligné tes défauts? Oui, je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation. Là où on me sent souvent que voilà, j'aime parler. Bah, c'est normal, tu es journaliste. C'est normal. Faire voir. Ouais. Je ne sais pas si se faire voir, c'est une qualité ou un défaut. C'est selon, mais voilà. D'accord, c'est selon. Bon, maintenant, comment j'ai réagi? Je dirais que je n'ai pas bien réagi en fait à ce que les autres m'ont dit. Soudainement, je me suis d'abord fâchée, mais après, je me dis, il faut aussi apprendre l'autrui. D'accord. Il faut aussi apprendre à écouter autrui. Si autrui veut te changer, c'est parce qu'il voit que cette chose, en fait, ne t'amène nulle part. Le contraire, elle t'éloigne des gens qui t'aiment. Donc, je me dis, autrui est là pour participer aussi dans l'épanouissement de tout un chacun. D'accord. Et du coup, depuis qu'on a eu à souligner tes remarques, qu'est-ce que tu as changé? Je veux dire, est-ce que la transformation a été opérée, elle a été faite? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as transformé un défaut en qualité? Si oui, c'est quoi ces défauts que tu as transformés en qualité? Je pourrais vraiment dire que je suis en train de transformer. Ah, le processus a démarré encore. Oui, il est en train vraiment de s'améliorer. D'accord. Et c'est quoi le gros défaut qu'on a souligné? Le gros défaut, c'était la rancune. D'accord. Je suis très rancunière et depuis un temps, je demande vraiment au Seigneur de m'aider, d'oublier tout ce que j'ai eu à faire, d'oublier tout ce que les gens m'ont fait et d'avancer. J'avoue quand même que c'est encore dur, mais je suis en train de m'améliorer. Justement, Liven, son processus, il a démarré. C'est un peu difficile, c'est vrai. Tout processus n'est pas par aisance facile. Évidemment qu'il y a des petits couacs dans le processus. Alors moi, ce que je veux comprendre, au vu de ce que nos amis ont eu à dire, en l'occurrence Chris Becker et notre ami Kelly, je veux dire, est-ce que c'est à nous justement d'identifier ces défauts-là, ou bien on laisse à l'autre, donc à autrui en l'occurrence, la latitude de qualifier nos défauts? Je veux dire, par exemple, est-ce que ce que toi tu vois comme une qualité, Chris Becker peut voir ça comme un défaut? Donc à quel moment tu te retrouves avec le juste milieu au point où tu trouves l'accord avec Becker en disant c'est vrai, je reconnais que cette qualité que moi je voyais comme telle est un défaut? Je veux dire, est-ce qu'on laisse les autres qualifier nos actes de défaut ou de qualité, ou bien nous-mêmes, on doit commencer à le faire pour justement avoir ce processus facile? Bon, Régis, la question, elle est très fondée, mais permets-moi, avant de chuter, vas-y. Je vais revenir un peu sur ce que Chris Becker disait tout à l'heure. La reconnaissance d'abord. Et moi, je veux prendre un cas très simple et pratique. Souvent, on peut souffrir d'une pathologie qu'on ignore. Ouais. On peut souffrir d'une maladie et soit on est dans l'autosuffisance ou bien on décide d'aller à l'hôpital. La première chose à faire, d'abord, quand il s'agit des défauts ou bien des qualités, c'est de pouvoir d'abord avoir conscience de ça. C'est de pouvoir d'abord reconnaître. Une fois qu'on a reconnu, on se rend où? À l'hôpital. Pourquoi je prends cet exemple? C'est de dire qu'aujourd'hui, moi je pense que la grosse difficulté, c'est qu'on a du mal à reconnaître nos défauts. Est-ce que c'est les autres qui doivent apprécier nos défauts à notre place? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que il est difficile d'être juge et partie de soi-même. D'accord. Donc, il faut parfois laisser les gens apprécier. Maintenant, à quel moment on se rend compte que véritablement ça devient un handicap? C'est la fréquence à laquelle une remarque revient. Ouais. Par exemple, toi, tu es tout le temps en train je veux prendre quoi? Tu as tout le temps un esprit critique. Tu as tout le temps un esprit critique. Tu as tout le temps un esprit critique. Ce que toi, tu considères comme étant une qualité parce que tu as un esprit critique, d'un point de vue de la société ou bien d'un point de vue d'un regard extérieur, donc d'autrui, que Kelly faisait allusion tout à l'heure, on se rend compte que finalement ton esprit critique devient un défaut. Mais si ça devient un défaut, comment tu dois le gommer ou bien dans quel processus tu dois rentrer pour pouvoir commencer à gommer ce défaut-là? Là est toute la difficulté, Régis. Oui, mais mon cher Stéphane, c'est vrai ce que Liven vient de dire, c'est assez intéressant. Mais je veux dire, est-ce que aussi on est dans cette obligation, on a l'impression que c'est peut-être un diktat de la société. Est-ce qu'on est dans cette obligation de devoir transformer ce que nous voyons comme une qualité
parce que l'autre voit comme un défaut que nous sommes dans cette obligation de totalement transformer, nous changer, parce que ça ne plaît pas à l'autre. Éventuellement, monsieur Registre, lorsque on te répète à chaque fois un défaut, éventuellement il faut changer parce que la société te le réprimande. Et lorsque la société te le réprimande, éventuellement il faut pouvoir essayer de gommer ces défauts. Voilà, pour la petite histoire, lorsque moi j'étais au lycée, les gens me disaient « Mais Steph, mais toi, tu es trop sérieux, essaye un peu de pouvoir quelquefois être un peu épanoui, d'être un peu plus relâché. » Mais est-ce que c'est vraiment pas selon en fait? Est-ce que c'est pas, ça ne dépend pas de la personne? Je veux dire peut-être que toi, le fait d'être un peu réservé, c'est ta manière à toi de l'être. Je veux dire peut-être que tu te sens bien dans cette zone de confort. Mais est-ce qu'on est obligé de te sortir de cette zone de confort à partir du moment où ça ne plaît pas à X ou à Y? Éventuellement, mais il faut savoir aussi qu'il faut aussi tenir compte aussi de l'environnement auquel tu te trouves. Voilà, c'est ça. Il faut aussi tenir compte de l'environnement auquel tu te trouves pour pouvoir, on va dire, associer les deux. Voilà, être sérieux et par moments être un peu plus relâché. Voilà. Quel est le plus gros défaut que toi aujourd'hui tu reconnais en tant que Stéphane? C'est quoi ton plus gros défaut? Bon, il m'arrive de faire un peu plus. C'est-à-dire, j'explique si, exemple, j'ai mené un projet, je suis le Stéphane Massiment qui va aller à chaque fois, on va dire quoi, prendre des décisions au détriment des autres. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait un peu plus. Et c'est un défaut que je m'attelle vraiment à gommer parce que depuis les années, on me le réprimande. D'accord, voilà. Ok. Du coup, Baker, on se rend compte que, évidemment, si notre ami Stéphane traîne en gros ce défaut depuis qu'il est plus jeune, ça veut dire qu'en fait, à l'image un peu de notre ami Kelly, le processus, il est difficile. Comment ça se passe pour justement y arriver? Est-ce qu'on a besoin d'aller consulter? Parce que Liven a pris l'exemple de pathologie. Quand on parle de pathologie, c'est qu'il y a un processus, il y a une maladie, il y a un traitement derrière. Du coup, le traitement, c'est clair, on l'a souligné, Kelly l'a souligné, il est difficile. Pareil pour notre ami Stéphane. Mais comment y arriver? Je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'aller voir des spécialistes, je sais pas, un psychologue pour en parler, ou bien on prend sur nous et on se donne les moyens d'y arriver? Ok, merci Régis. Alors, en l'entame de mon propos, je pouvais déjà dire que la première étape était l'identification. Ouais. Mais comment identifier ces défauts? C'est là où nous en sommes maintenant. Et à ce niveau, il va y avoir deux interventions. La première, comme on dit en philosophie, c'est que autrui, c'est notre référence. Tu veux mieux te connaître, apprends à observer autrui. Ouais. Et c'est dans tes agissements, lorsque tu vas voir qu'à chaque fois, il y a certains éléments qui s'éloignent des normes de la société, systématiquement, il faut se remettre en question. Et encore là, faudrait-il savoir ce que c'est les normes de la société. Mais ce n'est pas tout. Il faut faire attention en ce qui concerne également les avis des autres. Tout à l'heure, mon jeune frère Stéphane pouvait dire qu'on pouvait lui reprocher d'être trop sérieux. Or, dans la majorité des cas, on sait qu'une attitude sérieuse, c'est une attitude positive. Bah, justement, voilà, c'est d'où la problématique. Voilà. Exactement. Ouais. Et donc, c'est pourquoi je peux dire que les avis des autres, ce n'est pas que ça ne compte pas. Ça compte peut-être à 30%. Mais même là encore, ces 30%, il faudrait les considérer avec beaucoup de discernement. Ouais. Et quand on fait intervenir la question des discernements, c'est là où on va se retrouver dans un domaine comme le nôtre. Pour moi qui suis un spirituel, parce que moi je suis très pratiquant. Et là, on a besoin effectivement de consulter, de se faire consulter. Mais on consulte qui? Et on se fait consulter par qui? Il faut aller maintenant au plus profond de soi-même. Il faut faire intervenir maintenant la question de la spiritualité de ce Dieu qui est capable de vous faire connaître ce qui est positif et ce qui n'est pas. Et là, même encore pour les chrétiens, on va se référer aux 10 commandements de la Bible. Est-ce que ce que je fais comme pratique, ça s'accorde avec ce qui a été établi comme étant des principes divins? Et à côté de ça, pour nous autres qui avons des techniques comme celle d'aller au plus profond de soi-même, on a la possibilité de discerner si cette attitude est positive, si cette attitude est normale. Et là, je vais terminer en partageant avec vous les 3 questions essentielles que l'on doit se poser dans la vie lorsqu'on se retrouve dans n'importe quelle situation. C'est vraiment pratique pour tous. On est preneur, hein. N'importe qui. Les 3 questions sont lesquelles? Lorsque tu veux agir, tu te poses les 3 questions fondamentales que sont:
Est-ce vrai? Est-ce aimable? Est-ce nécessaire? Si dans tes agissements quotidiens, lorsque tu veux poser un acte, l'acte ne répond pas à ces 3 questions, tu peux déjà toi-même, en tant que personne instruite, en tant que personne éveillée, en tant que personne spirituelle, tu peux déjà savoir que là, je suis un peu en porte-à-faux. Et que, évidemment, qu'il y a des choses... il faudrait y remédier. Donc là, nous sommes dans l'identification. Et bien évidemment, lorsque on a fini d'identifier, on peut maintenant arriver aussi à une étape très essentielle qui favorise le changement. C'est l'acceptation. C'est clair. Parce que les autres peuvent vous faire savoir vos défauts. Vous-même, vous pouvez être conscient que là, quand même, c'est pas normal. Mais est-ce qu'on accepte qu'on est en faute? C'est surtout là, en fait. C'est là le débat, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accepter ses défauts. C'est cela le débat. C'est cela. Parce que tu vas demander à un individu de pouvoir dire, écoute, frère, moi je trouve que tu n'es pas assez poli. Il va te dire non, c'est toi qui... Voilà. Ouais, parce que tout à l'heure tu parlais de l'effet miroir, parce qu'en général c'est ça, parce que les gens on va dire sont un petit peu réticents à l'idée de se dire ok, bon, je ne veux pas me laisser corriger par X ou par Y, c'est cela. À partir du moment où je vis ma vie et que je mets des avis de côté, moi ça me va. Donc beaucoup sont dans cette logique là, ce qui fait que c'est un peu compliqué de dire à quelqu'un écoute, tu as des défauts, il faut les changer. En général les gens se disent écoute, ce sont mes défauts, je suis né avec, je les garde. Bon, ça c'est entre parenthèses. Oui, Liven, je t'ai interrompu tout à l'heure. Moi je voulais revenir sur un point essentiel qu'a développé tout à l'heure Stéphane, avec la question que tu as posée, s'il fallait toujours décider en fonction de la société. Moi, je veux dire, en fait, c'est une question très pratique. Pourquoi? Tu ne veux pas être pas assujetti à la société, quitte la société, retrouve-toi dans un endroit où tu es maître. Donc, la question, pour moi, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on vit avec les autres. On vit en société. Ce qui veut dire que si on vit en société, si on vit avec les autres, la vie des autres compte. Je suis d'accord. On vit avec les autres, c'est vrai, mais on ne vit pas pour les autres. J'y arrive. D'accord. J'y arrive. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment il faut faire véritablement une introspection. C'est là le vrai problème. C'est-à-dire que, tout à l'heure, dans mes propos introductifs, je disais que il faut revoir la fréquence à laquelle une remarque revient. D'accord. Par exemple, en une semaine, ou bien on a grandi dans une cellule familiale assez fermée, papa, maman, et voilà. Tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est la même remarque qui revient. Toi, tu n'aimes pas faire plus. Dès qu'on met une petite difficulté devant toi, tu cèdes. Ça veut dire que là, à ce moment-là précis, c'est un défaut qu'il faut gommer. Et comment il faut gommer ça? C'est de faire une introspection. Accepter que là, il y a un problème. S'il y a le problème, comment je le résous? Tu te remets en question. Et dès que tu te remets en question, tu es déjà dans un processus assez avancé pour résoudre le problème des défauts. J'ai tout de suite envie de rebondir, si vous me permettez. Allez-y, et même là encore, vous allez m'excuser, mais même la fréquence à laquelle on vous fait la remarque, elle n'est pas aussi toujours assez essentielle et nécessaire. Je vais vous prendre mon cas. Pourquoi je vais vous prendre mon cas exceptionnel. Allez-y. Depuis que je suis jeune, il y a une chose pour laquelle on me reproche assez souvent. Laquelle, Chris Baker, tu es trop gentil, tu es trop généreux. Or, Chris Baker s'est toujours défini comme étant... on peut le vérifier. Non, mais par raison, par définition, la gentillesse, c'est une qualité. Oui, voilà. Voilà. Vous voyez qu'une qualité... Je vais répondre. Par le simple fait peut-être d'abuser que je dis difficilement non, on va te qualifier maintenant, on va qualifier cela de défaut. Et je veux dire que là, quand même, il y a un problème parce que Chris Baker, dans sa nature générale, il s'est défini comme étant un canal d'amour divin. Non, en fait, là, je pense que là, c'est des situations différentes. Je pense que c'est des situations différentes. Mais Chris Baker, pourquoi la société où elle renvoie l'image selon laquelle c'est un défaut? La gentillesse, pourquoi? Parce que la société, on a je sais pas, je suis pas en train de donner un avis général, mais souvent on dit que trop bon, trop... On va pas terminer. Vous avez compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société a qualifié, la société a accordé de certaines caractéristiques au fait de se faire abuser. C'est là d'où vient le problème. C'est là d'où la société qualifie la gentillesse comme étant un défaut. Pourquoi? C'est le trop de gentillesse. C'est le trop de gentillesse. Voilà. Après, on est bien d'accord que quand une chose devient un peu trop, elle devient excessive, elle finit par devenir
compliqué, ça finit par devenir un défaut dans la mesure du possible. Il faut comprendre l'analyse que la société fait de manière générale sur le fait qu'un individu ou une personne puisse avoir un trop de générosité. Parce que le trop de générosité finit par tuer. L'abus, en toute chose, elle est très dangereuse. En parlant de ça, et même soi-même, lorsque un défaut, on va dire en général, nuit à la société, elle finit par te nuire toi-même parce que on a l'impression que voilà, les gens ne peuvent plus t'approcher et tu deviens, on va dire, seul. Voilà. Ouais, c'est vrai, on a tendance un peu à s'isoler quand on décide de ne pas revoir ses défauts. Alors Kelly, en préparant cette émission, alors c'est pas sexiste, hein, on aime beaucoup la jeune féminine dans Génération News et sur Média TV, on vous rassure à ce niveau, mais en préparant cette thématique, ce qui ressort, c'est qu'en fait, c'est les femmes qui malheureusement ne sont pas, on va dire, en train à revoir leurs défauts. Les femmes changent difficilement, ou bien transforment difficilement leurs défauts en qualité. Pourquoi, selon toi? Ça tombe bien, tu es la seule femme de ce plateau, tu nous diras un petit peu pourquoi. Mais de manière générale, c'est un peu les retours que j'ai eus en préparant cette thématique. Selon certaines femmes, on dira... Bon, je dirais que certaines femmes ont du mal à se dire qu'elles sont mauvaises. Oui. Certaines femmes ont du mal à reconnaître ce que les gens disent à propos de certaines personnes. Je prendrai un exemple assez basique que j'ai vécu. J'avais une amie à qui on répétait à tout moment que voilà, ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu fais comme ça, c'est pas bien. Certes, il est vrai qu'il faut embêter les gens, mais il y a des conditions, il y a des... Enfin, quand tu dis embêter, c'est des petites moqueries, là. Voilà, des petites moqueries. Okay. Quand on est en groupe, ça fait pas bien. Mais quand tu dis ça à quelqu'un et que la personne te dit c'est mon comportement, c'est comme ça que je suis, c'est que la personne ne reconnaît pas et la personne ne veut même pas changer. Justement. Parce qu'on dit pour changer son défaut en qualité, il faut d'abord reconnaître ce défaut et avoir la volonté de changer ce défaut en qualité. En faisant certaines bonnes choses. Parce que si toi-même en toi, tu te dis déjà, parce que c'est plus les femmes qu'on vous oui, c'est le constat. Nous sommes toujours en train de dire, si tu m'aimes, tu vas m'accepter comme ça. Si tu veux pas, tu pars. Bon, est-ce que moi de me dire je suis d'accord, Régis? Non, mais c'est à relativiser toujours, Olivier. On parle de ce principe parce que la vérité, c'est que et en général, c'est des phrases qu'on a. On dit, on a des expressions comme ça à l'africaine, qu'on aime le chien avec ses puces et tout le reste. C'est là où j'allais. Mais attention, à partir du moment où il y a des produits qui sont là pour tuer des puces, ça sous-entend que quelque part, on n'est pas dans l'obligation d'aimer une personne avec ses défauts. Et c'est là le gros problème. De manière ramassée, ce qu'on a dit sur ce plateau en concernant cette première thématique, premièrement, c'est l'acceptation d'abord de ces défauts-là. Exactement. Et laisser les autres aussi identifier ces défauts à votre place. Je pense que le processus est un peu plus facile. Mais Stéphane, on va peut-être revenir un peu sur les défauts. Je veux dire, toi, le plus gros défaut, c'est ça, ce que tu as tendance à donner un peu plus. Tu as tendance un peu à te surpasser au point où ça dérange les autres. C'est cela. Mais moi, je vois ça comme une qualité, même si tu perçois ça comme un défaut. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà causé préjudice? Je veux dire, le fait d'être un peu trop entreprenant, est-ce que ça t'a une fois un petit peu éloigné de certaines personnes? Est-ce que ça t'a fermé des portes? Est-ce que ça t'a causé vraiment un petit peu un mal qu'aujourd'hui tu t'es dit, il est temps pour moi de changer ça en fait? Effectivement, mon entourage, il y a des personnes qui ont clairement décidé de ne plus travailler avec moi. Pour une petite histoire, lorsque j'étais dans la coopérative quand j'étais au lycée, mais il y a des amis, parce que je faisais un peu trop, qui ont décidé complètement de ne plus travailler avec moi. Ouais, est-ce que tu en fais trop à la maison aussi? Je veux dire, quand le moment te demande de faire de la vaisselle, est-ce que tu vas aussi un petit peu... Non, c'est juste... c'est dans mes actions, on va dire, mes actions certainement professionnelles. Voilà, que j'en fais un peu trop. Voilà, et par la suite... Mais je veux dire, à la maison, quand tu es en famille, est-ce qu'il y a un défaut que maman souligne? Elle s'appelle comment, maman, au passage? Elle s'appelle Boukandou Bertille. Ok, on salue maman Bertille du côté du Gabon. Du Gabon, à Libreville. Ok, oui. Est-ce que maman Bertille t'a déjà dit, écoute, Stéphane, tu as ce défaut-là, je ne l'aime pas, il faut changer? Bon, le sommeil, ça, il faut reconnaître. Hein. D'accord, le sommeil, tu dors trop, c'est ça? Je dors. Le sommeil... Bon, c'est recommandé 8 heures de sommeil, mais toi, tu vas... Voilà. Là, tu en fais trop encore, tu vas à 10 heures de sommeil. C'est vraiment un défaut. Hein. D'accord. Baker, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui un petit peu de ce processus-là, mais il y a un autre point, c'est l'éducation aussi. Qu'en est-il? Quel est le rôle de l'éducation aujourd'hui dans le fait que le processus se fasse un peu, j'ai envie de dire, facilement? Est-ce qu'on doit commencer très tôt à dire à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, écoutez, il y a des choses qu'il ne faut pas faire? Qu'en est-il de l'éducation dans tout ce processus-là? Bien, en ce qui concerne l'éducation dans le processus de transformation de défauts en qualité,
mais il est multidimensionnel. Et je peux le scinder en 3 étapes. D'accord. C'est-à-dire... On va prendre 2 étapes. D'accord, mais je venais simplement à dire l'éducation familiale. D'accord. Il y a l'éducation de la société et... sensiblement l'éducation de la rue. Voilà, aujourd'hui, l'éducation d'Internet aussi. Exactement. Et à ce niveau, je crois que depuis des lustres, la société a toujours fait de son mieux. Parce que ce que l'école, par exemple, va nous enseigner, c'est ce qu'on trouve comme étant normal. Mais revenons dans le socle familial, parce que je pense que, vu le processus que tu as eu à énumérer, c'est d'abord l'éducation de la famille qui commence. Voilà, donc revenons dans le socle familial. De la famille. Alors là, il y a aussi un très grand problème au niveau du socle familial. D'accord, c'est lequel? Parce que c'est à la base, notre première éducation émane de notre famille. Et dans cette éducation, chaque famille a sa culture, chaque famille a ses principes, chaque famille a sa conception, qui parfois même est décriée par tous les autres. Mais quand tu grandis dans un tel environnement, cette famille a une renommée, par exemple, de personnes qui ne fréquentent pas les gens. Ouais. Toi aussi, on va t'élever dans ces conditions. Au lieu que ça te facilite les choses, mais ça va encore empirer les choses parce que tu as cette éducation que tu n'as pas forcément voulu. Ouais. Mais comme c'est dans cet environnement que tu es né, voilà un autre problème qui va commencer. Et en parlant de problème, justement, loin de vouloir t'interrompre, Baker, je vais vite faire relancer Kelly avant de clore cette première thématique. Baker a dit quelque chose d'assez intéressant en parlant de l'image parentale. Est-ce que toi également, l'image de maman, qui est sûrement une dame posée, tranquille et qui est très soucieuse de l'avenir de sa fille, et qui sûrement est très aussi consciente un peu des enjeux. Est-ce que pour ton processus de guérison de ce défaut qu'il faut changer, est-ce que tu t'es projeté un petit peu, est-ce que tu as projeté l'image de ta maman sur toi et est-ce que ça t'a aidé aussi? Bah non, je dirais non. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'aimerais réaliser moi-même. D'accord. Je fais une introspection sur mon caractère, sur ma manière d'être avec les autres. Et je ne vais pas mentir, je demande toujours au Seigneur vraiment de m'aider. D'accord. Parce que c'est lui qui change. Mais est-ce que maman t'aide aussi? Ou papa? Maman, pour connaître pour que maman t'aide, il faut d'abord qu'elle le sache. D'accord. C'est vrai que maman, elle sait que moi, je me fâche vite. Je ne dure pas mon balai. Mais en parlant justement de ce côté humble, hein, les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Alors les amis, on a épuisé la première thématique et la deuxième n'est pas très loin, en tout cas de la première thématique. On va parler un peu de ce côté humble, cette qualité, parce que c'est vu comme tel, cette qualité. Mais Liven, qu'est-ce que tu entends déjà quand on te parle de humilité? Ça te renvoie à quoi? Bon, déjà, tout à l'heure, je veux m'appuyer sur ce que Chris Baker disait tout à l'heure, lorsqu'il a parlé de l'ego. Ouais. C'est-à-dire que toujours tout recentré sur soi. En fait, c'est ça vraiment le réel problème de l'humilité. Il faut arriver à un niveau où tu acceptes que en fait, tout ne dépend pas de toi, tout n'est pas fixé sur toi, les autres comptent. Tu as 50%, les autres ont 50%. Mais la difficulté majeure réside au fait que beaucoup de nous, ou bien beaucoup de gens pensent qu'en réalité, c'est leur mot qui doit être à 100%. Ouais, c'est comme on dit, les adeptes de la pensée unique. Exactement. Il y a d'autres qui vont se qualifier. Après, je ne refuse pas que quelqu'un va se qualifier de pape dans son domaine, de quoi que ce soit. Ou d'influenceur, ou de coach. Il y en a tellement aujourd'hui sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Exactement. Mais maintenant, il faut cultiver l'humilité. Et pour moi, la vraie valeur qu'il faut tenir compte, à laquelle il faut en tenir compte, c'est le fait d'accepter. D'accepter les autres, d'accepter le point de vue des autres, d'accepter l'opinion de l'autre, accepter le fait que tout ne soit pas toujours sur toi en fait. Parce qu'en réalité, si on n'est pas, si on ne pratique pas l'humilité, on est orgueilleux. Ça c'est clair. Mais maintenant, si on doit faire une différence vraiment entre les deux, pour ne pas me répéter, véritablement, il faut accepter ce que les autres pensent. L'humilité, oui, Stéphane. Monsieur Registre, moi je pense que l'humilité provient aussi d'abord des valeurs qu'on a reçues. Des valeurs qu'on a reçues. Si on a reçu une bonne éducation, je pense que
forcément, on va le refléter aussi de la société. Oui, mais Voilà. est-ce que c'est systématique? Est-ce que si on n'est pas humble, ça veut dire qu'on a été mal éduqué aussi? Bon, après. C'est à relativiser. On peut être bien éduqué, mais la société aussi peut aussi faire en sorte que, voilà, on prend des valeurs qui sont non contraires de sa famille, éventuellement. D'accord. Voilà. Exemple, l'influence. Voilà, l'influence des amis, des camarades, etc. font en sorte que on constate que les gens ne sont pas humbles. Oui, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes sont beaucoup plus dans le paraître. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à comparer sa vie à celle de l'autre. Voilà, c'est ça. Du coup, il n'y a pas de comparaison. C'est ça. Ouais. D'accord, ça c'est un point. Alors, Chris Baker, nos amis ont déjà un peu, on va dire, pointé du doigt le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, l'humilité, en fait, il y a une différence entre la gentillesse. Tout à l'heure, tu parlais de ce défaut qui t'est propre, qui était trop gentil, comme on dit. Est-ce qu'il y a une différence tout de suite qu'il faut marquer entre la gentillesse et l'humilité? Permettez-moi quand même, Régis, de bien vouloir circonscrire le concept d'humilité. D'accord. Alors moi, j'ai toujours pris l'humilité comme étant une caractéristique divine. C'est pourquoi on dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil va précéder la chute. Donc, le premier pas vers la culture ou sinon la cultivation de l'humilité, il faut déjà être en harmonie avec des préceptes divins. Parce que l'humilité émane de la sagesse de Dieu, émane de la sagesse divine. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais je veux dire sur le plan de la société. Le plan spirituel, c'est pourquoi je parlais de circonscrire. Alors, pour enchaîner, avant de chuter à votre question, je dirais également qu'il faut déjà développer certaines vertus essentielles pour développer, sinon pour cultiver l'humilité. Lesquelles sont? Il l'avait déjà cité un élément ici, c'est développer le sens d'acceptation. Acceptation d'autrui, acceptation des avis des autres, acceptation de ses faiblesses, de ses qualités et ainsi de suite. Et ensuite, il faut également développer une autre vertu qui est essentielle, c'est le sens d'écoute. Apprendre à écouter. Parce que je ne peux arriver à répondre à mon frère Liven ici que si j'ai d'abord écouté en amont. Ouais. Exactement. Alors maintenant, est-ce que si vous pouvez me Non, on revenait un petit peu sur la gentillesse, l'humilité et la gentillesse. Ouais. Est-ce qu'il y a une frontière entre les deux ou bien les deux se rejoignent? Les deux se rejoignent et le mauvais emploi va les éloigner. D'accord. Qu'est-ce que j'attends par le mauvais emploi? Excusez-moi, comme j'ai... Il y a Kelly, il y a une femme qui est... J'ai une femme à côté de moi, ouais. Kelly, qui est une bonne chrétienne. Donc je vais devoir me référer à la Bible, qui dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. C'est ça l'humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis gentil. Être gentil veut dire que je dois toujours donner. Je dois toujours être là, à la disposition des autres. Mais toutes ces pratiques de gentillesse doivent être faites sans ego, sans arrogance aucune. Et c'est là où l'humilité rejoint la gentillesse. Effectivement. D'accord. Donc, si vous le faites en toute humilité, sans vous vanter de vos mérites, là, les deux vont se rejoindre. Maintenant, si vous pratiquez la gentillesse avec beaucoup d'ego, oh, j'ai de l'argent, tiens, mon petit frère, je suis intelligent, c'est moi qui suis le plus éloquent sur le plateau. Là, l'humilité va tout de suite se disloquer d'avec la gentillesse. Kelly, il y a également, oui, Liven, je viens à toi dans quelques minutes. Kelly, il y a également un autre point. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux a un petit peu, je veux dire, éloigné l'humilité de certaines personnes? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, par exemple, on voit sur les réseaux sociaux des gens, par exemple, qui vont faire des dons, mais qui vont filmer les dons et qui vont exposer ça sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a des gens qui montrent leur fortune, qui exposent leur fortune sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y en a on va dire, entre guillemets, se moquent un peu de la situation financière de certaines personnes parce qu'eux, ils se retrouvent dans une situation où ils sont un petit peu aisés. Et ça, on en voit un petit peu sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet aussi a un peu amplifié, je veux dire, cette absence d'humilité chez des gens, tout simplement? Je dirais que oui, Internet a vraiment amplifié. Pourquoi? Parce que je me dis,
Surtout sur TikTok, vraiment. Ouais. Ce réseau social, c'est l'application tendance aujourd'hui des jeunes. C'est un peu Les jeunes compliqué. se retrouvent beaucoup sur TikTok aujourd'hui. Sur TikTok, chacun devient coach, chacun devient influenceur du jour au lendemain. Et c'est ce qui fait que les caractères de personnes changent, n'importe comment. Et beaucoup ne sont plus humbles. Ouais. Beaucoup font maintenant des choses parce qu'ils ont vu Liven le faire, oui. Ouais. Moi aussi je peux faire. Moi, je ne sais pas si Liven est sur TikTok, je ne sais pas. Non, bon, voilà, il n'est pas, il n'est pas encore sur TikTok. Peut-être qu'il va télécharger l'application. Je voulais revenir sur un point, permets-moi. Je ne sais pas, Kelly, tu as terminé? Bon, on va laisser Kelly terminer. Il faut aussi reconnaître que le réseau social TikTok n'a pas forcément les inconvénients. Mais sauf que depuis... non, ça c'est ton constat. C'est un constat que tu as fait, oui, c'est logique. Depuis certains moments-là, depuis quelques mois, c'est de mal en pis. C'est compliqué. D'accord. Liven? Voilà. Moi, je disais que je voulais revenir sur un point s'agissant de la pratique de l'humilité. Vous savez, par exemple, là, nous sommes en train de faire un exercice pratique. Si moi, j'avais par exemple connaissance que Kelly allait venir, Chris Baker allait venir, je cite ça comme ça et que je le connais par exemple, je connais qui est Chris Baker réellement, je son profil, ça peut faire naître en moi un ego. En disant, bon, on passe sur un plateau télé, on va faire une compétition. En guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on s'éloigne un peu de la bonne compétition. Ouais. Souvent, on pense que... Parce que la bonne compétition, c'est quoi selon toi? La bonne compétition, selon moi, c'est-à-dire que nous sommes dans on partage la connaissance. D'accord. C'est-à-dire que je ne viens pas pour être au-dessus de Chris Baker. Chris Baker ne vient pas pour être au-dessus de Liven. Mais on vient pour s'apporter des choses. Échanger. Pour échanger. Mais souvent, ce que nous on fait, c'est quoi? C'est qu'on confond, même dans nos sociétés, quand je parle de sociétés, je parle des entreprises et autres, on a tendance à vouloir être forcément au-dessus des autres. Oui, mais est-ce que quelque part, là, ça rejoint également la première thématique, est-ce qu'en soi, c'est une mauvaise chose? Parce que c'est ce que les psychologues appellent le discours mental. C'est cette capacité à se dire, tu es meilleur que telle personne, tu peux y arriver, tu vas y arriver. C'est pas forcément une mauvaise chose, le fait d'être le bon employé. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, des entreprises ont compris ça, d'où vous avez cette formule qui est assez intéressante, l'employé du mois. C'est justement pour récompenser celui qui s'est distingué dans le mois en fonction de ce qu'il a apporté. Je suis tout à fait d'accord, Régis. Permets-moi de chuter, je suis tout à fait d'accord. Je parlais de la bonne compétition. D'accord. La compétition, elle doit être saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es meilleur, on ne refuse pas. Tu es bon. On ne peut pas te refuser ça. Quand tu es bon, il y a la mort qui peut t'enlever ça. Même la mort ne peut pas t'enlever ça. En fait, l'humilité, dans ce cas, c'est de laisser le travail parler à ta place. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de, en guillemets, te vanter ou faire parler de tes qualités. On n'a pas besoin de ça. Tu pratiques l'humilité, tu fais ce que tu as à faire, ce qu'on te demande de faire et ce que tu dois faire correctement et les actes vont parler à ta place. Si vous me permettez, rapidement, comme j'ai encore les mots au bout de lèvres, vous voyez, Monsieur Régis, depuis le début, j'insistais sur un mot, c'est la contextualisation de l'humilité. De l'humilité et surtout de l'emploi de l'expression. Tout à l'heure, sans vouloir être en contradiction avec Kelly, mais je pouvais me permettre de dire que je ne suis pas totalement d'accord avec cette approche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller définir l'humilité sur une dimension virtuelle. Les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Et si on considère ce monde, c'est un monde de showbiz, de business. Mais aujourd'hui, attention, parce que moi je ne suis pas l'avocat de Kelly, mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu cette photo de Sadio Mané qui circule sur les réseaux sociaux, où après la qualification face à l'Égypte, on a vu Sadio Mané dans son salon en train de prendre du thé, mais vraiment dans un cadre où on a l'impression que ce monsieur ne gagne pas beaucoup d'argent. La photo a un petit peu fait le buzz sur Internet parce que les gens trouvaient qu'il était trop humble, au point de se dire, attends, monsieur gagne de l'argent. Donc, pour revenir un peu sur ce que Kelly dit, c'est vrai que quelque part, Internet aussi est dans cette logique de dire, attention, voilà, l'humilité et tout le reste. Effectivement, c'est là où j'en venais parce que si j'ai commencé par Kelly, c'est parce que je voulais chuter avec Liven. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Quand je chute sur Liven et je vois comme ça un expert, un consultant junior aller vraiment en contradiction avec son domaine. Monsieur, vous êtes un marketeur. Vous faites du marketing. C'est quoi la définition du marketing? C'est faire de la promotion. D'accord. Aujourd'hui, nous allons prendre par exemple le cas des marques iPhone et autres. D'accord. Une chose est sûre, quand tu vois, vous allez voir... iPhone, Samsung, Itel et tout le reste. Excusez-moi d'avoir cité. Non, mais c'est bon. Je n'aurais pas dû. On va prendre par exemple un appareil de marque.
on est tous convaincus que c'est un véritable appareil de marque. Et qui même sans publicité, normalement, il peut être bien vendu. Mais pourquoi il y a toujours de la publicité? Parce qu'aujourd'hui, il y a un métier aussi qui est né, qui est celui du... Où veux-tu en venir, Becker? Où veux-tu en venir? Tu as perçu? J'espère que j'aurai mon droit de... Non, mais tu vas rebondir. On va le temps de donner la parole à notre ami Stéphane. Là où j'ai envie de venir, c'est pour dire qu'il y a certains domaines où on ne ferait pas application du jugement de l'humilité. Parce qu'il y a d'autres endroits où on est dans un cadre typiquement professionnel, par exemple dans un débat. Donc selon toi, si je comprends, en fait, selon toi, il y a des endroits où on n'a pas besoin de mettre en avant notre humilité. Il y a des contextes. Par exemple, Chris Becker, quand il est sur Facebook, c'est pas ça ma vie. Hein. Sur Facebook, je vais faire le buzz, je vais avoir une audience, et si cette audience m'amène à avoir une arrogance virtuelle, je vais l'employer. Oui, mais dans ma vie normale, je suis un homme humble. Je vois un peu où tu vas venir. Oui, moi, je pense que lorsqu'on a reçu des bonnes valeurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on a tendance toujours à le mettre en avant. Non, mais vous ne remettez pas en cause les valeurs de Becker quand même. Non, évidemment. En fait, c'est un peu ça. Moi, je résume ça aux valeurs qu'on a reçues. Être sympa, ce sont des valeurs qu'on a reçues au sein des familles. Et même M. Christ a parlé de la religion. Voilà, donc c'est tous ces points qui font en sorte que voilà, on acquiert les capacités d'être humble. Ouais, mais voilà, Stéphane, comment tu te comportes face à quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un que tu estimes? Déjà, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est à quel moment on perçoit l'humilité chez l'autre? À quel moment? Je veux dire, est-ce qu'il y a des critères physiques ou bien comment on perçoit le côté humble chez une personne? Mais dans le discours, éventuellement, de la manière de se comporter. Voilà. Moi, je peux bien me comporter, avoir un discours assez dur. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'humble. Je veux dire, on peut toujours relativiser sur... Les actions et le comportement et les actions qui mènent. D'accord. Donc, forcément, voilà. D'accord. Voilà. Vous savez, Régis, on n'invente pas la roue. D'accord? On n'invente pas la roue. Je me permets de... naturellement, mon cher Liven. À mon frère Chris Becker, parce qu'il a touché un pan qu'il ne fallait pas toucher. Bon, évidemment, c'est dans votre domaine. Il a mélangé un peu tout là. Ouais. D'accord? Moi, je n'ai pas parlé en termes de stratégie d'entreprise. C'est autre chose. Quand on fait la communication d'entreprise, on fait la communication d'entreprise. Quand on fait la publicité, on fait de la publicité. Ça, c'est autre chose. Moi, j'ai parlé des valeurs intrinsèques propres à l'être humain. C'est-à-dire en parlant de compétition saine. Saine. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu peux pas. C'est évident qu'il faut communiquer. Tu as Génération News ici, tu as Live News ici. C'est évident qu'il faut communiquer pour que Génération News ou bien Live News puisse avoir plus de vues. À ce niveau, je suis d'accord. On laisse le B2B à côté. Moi, ce que je dis, c'est que dans la vie de tous les jours, dans la vie pratique de l'être humain de tous les jours, il faut être humble. Il faut avoir une compétition saine. C'est cela. On ne parle pas, on récompense le meilleur employé du mois sur des valeurs, sur des résultats. C'est clair. Des résultats liés à quoi? À son travail. Mais est-ce que parce que tu es meilleur employé du mois, que tu vas te faire la grosse tête et tu vas commencer à penser que celui qui n'a pas fait? Je vais prendre le cas simple des commerciaux. On suit ta logique. Je vais prendre le cas simple des commerciaux. On va dire à des commerciaux, par exemple, vous devez nous faire entrer, par exemple, 10 produits, vendre 10 produits par mois. On récompense le meilleur commercial parce qu'il a fait entrer 15. Mais on oublie une chose, c'est que la fréquence des ventes d'un commercial, ça varie. Celui qui est bon aujourd'hui peut être moyen demain. Donc, si tu ne pratiques pas l'humilité, celui à qui tu as piétiné hier, tu vas te retrouver dans la même position. Piétiné. C'est à ces valeurs-là que moi je faisais allusion. Ce n'est pas le côté stratégique, marketing, tiens, on rentre là-dedans. Vous me confiez votre stratégie marketing du petit Julien et je me ferai le plaisir. Becker, tu auras le temps de rebondir justement sur le point. Mais Kelly, justement, pour s'attacher à notre thématique, comment on cultive l'humilité? Je veux dire, comment on arrive à se transformer au point d'être une meilleure version de nous, une bonne personne, tout simplement. Est-ce que aussi c'est plus gratifiant quand quelqu'un vous sert ce compliment en vous disant « Kelly, vous êtes une personne humble ». Comment on cultive ça? Comment on cultive tout ça? On ne se dit pas qu'on est humble. Ce sont des gens qui remarquent en vous que vous êtes humble. Parce que vous vous faites petit, vous mettez toujours les autres en avant. D'accord. Est-ce qu'être humble, c'est s'oublier au point de... Est-ce que c'est ça, être humble? Non, être humble, c'est pas s'oublier. D'accord. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu es humble, tu veux toujours mettre les autres en avant. D'accord. Exemple, si on est dans une entreprise, on va dire ça comment le directeur général, il ne va pas vouloir piétiner ses employés.
il doit donner le mérite à tout un chacun. D'accord. Donc c'est un peu ça, être humble. Et comment ça se cultive? Comment ça se cultive? En compatissant au travers des situations des autres, à apprendre aussi à écouter, parce qu'il faut vraiment écouter pour jauger un peu les histoires de tout un chacun. Ouais, comme j'ai tendance à le dire, ça ne sert à rien de comprendre d'écouter sans comprendre. Si vous écoutez, que vous êtes juste dans la logique de comprendre pour répondre sans écouter réellement, et au finish, ça ne sert strictement à rien. Baker, il y a également un autre point, on a parlé du diktat de la société, mais il faut le dire aussi. Est-ce que quelque part, le capitalisme aujourd'hui qui gère un peu notre monde nous pousse aussi à ne pas être humble? Parce que comme on l'a dit, je me fie à ce que vous avez dit, hein, les amis, ce côté humble, c'est pas le fait d'exposer aussi ce qu'on a en termes voilà, sur le plan intellect, de montrer que je suis plus intelligent ou bien que j'ai une grosse voiture et Baker roule à vélo, même si ce n'est pas le cas. Mais est-ce que justement le capitalisme nous dicte un petit peu aussi la façon d'être humble ou la façon de ne pas l'être tout simplement aujourd'hui, Baker? Effectivement, le capitalisme de la société a un gros impact sur l'humilité. Parce que cette classification de la société a amené certaines personnes à perdre parfois les valeurs nobles que sont l'humilité. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, pour vraiment cultiver l'humilité, pour vraiment demeurer dans l'humilité, j'ai un passage philosophique que j'aime bien. C'est celui qui définit l'homme comme étant un être ondoyant, divers, changeant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de notre niveau de la société, au niveau de notre rang social, au-delà de ce qu'on peut être, nous devons être capables de nous adapter à toutes les situations, à tous les milieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un milliardaire. Lorsque je me retrouve au fin fond de ma linga pour rendre visite à mes grands-parents, je dois être capable de marcher avec mes sandales, je dois être capable de manger. Et ça, l'on ne voulait t'interrompre, Baker, pour aller dans le même sens. Je ne sais pas aussi si vous l'avez vu, cette image de N'Golo Kanté, donc le joueur de Chelsea, le franco-malien de Chelsea, qui est justement allé dans son village natal au Mali, et vous avez vu comment il est habillé. Il était habillé, il y avait même, à la limite, on avait du mal même à savoir où il se trouve, où il s'est situé tellement il s'est fondu dans la masse, parce qu'il n'y avait pas des grosses voitures, il était en sandales, t-shirt, normal, comme un ressortissant de ce village. C'est celui-là la marque d'écran. C'est celui-là la marque d'écran. C'est ça. C'est la marque d'écran. C'est de ça qu'il s'agit. Il est clair, oui, mon cher. Permets-moi. Je veux revenir sur un détail important. D'accord. Vous savez, souvent les parvenus, je parle bien des parvenus, souvent les parvenus ont la grosse tête. Quand tu dis grosse tête, c'est beaucoup plus dans le sens de se mettre en avant. Se mettre en avant, souvent, généralement. Parce que quelqu'un qui sait exactement là où il quitte, ce qu'il a pu construire, bâtir pour arriver là, généralement, vous avez pris tout à l'heure l'image de Sadio Mané. Oui. Quand vous regardez l'histoire de Sadio Mané, il est conscient de là où il quitte. Son village Bambali. Du coup, il pratique l'humilité. Et je salue comme ça au passage l'un de mes papas, Ipandi Mazès, qui est quelqu'un de très humble, qui m'a fait beaucoup comprendre certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de ce que tu as, au-delà du doctorat, au-delà des fonctions que tu as, au-delà de la voiture et des maisons que tu as, il faut apprendre aussi à pratiquer l'humilité, à reconnaître que l'autre qui est en face de toi, qui est à pied, peut t'apporter quelque chose. Est-ce que c'est là aussi, je veux dire, parce qu'on remarque aussi beaucoup de jeunes ne sont plus humbles aujourd'hui, d'adultes aussi, ça il faut le souligner. Est-ce que le vrai secret de cette façon de cultiver l'humilité, c'est pas chez nos grands-parents justement? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher, puiser cette sagesse chez la grand-mère, chez le grand-père, eux qui ont déjà vécu des choses et qui savent justement la vraie définition de l'humilité? Bon, là encore, ça porte à discussion. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a la sagesse, de l'autre côté, on a l'humilité. On peut être sage, on peut ne pas être humble. Humble, oui. Vous voyez? Donc, nos grands-parents n'étaient pas forcément humbles. Non, moi j'aurais sur l'exemple de ce monsieur qui t'a justement appris un petit peu. Ah oui, de mon voilà, donc père, il y a une connaissance qui a été, il t'a légué quelque chose. Donc est-ce que quelque part aussi c'est pas ça? Est-ce qu'il faut pas aussi se rapprocher un petit peu des aînés pour demander justement Oui, mais il faut arriver à identifier que l'aîné, par exemple, je prends le cas de mon père Mazès Ipandi. Pourquoi je dis que c'est un monsieur de très humble, très humble autant pour moi? Pourquoi? Parce que il a certaines choses
mais parfois il fait abstraction de ça. D'accord. D'accord? Je veux prendre un cas simple par exemple. Il peut se dire que moi je n'ai plus le droit d'aller en brousse cultiver, faire des champs parce que je sais ci, je sais là. Ouais. Mais c'est monsieur, tous les week-ends, il est en brousse, il cultive. Il donne à des gens, il donne à ceci. Ouais. Et des gens reconnaissent en lui une certaine humilité. Ça veut dire quoi? Pour chuter, ça veut dire qu'on peut bien se référer à ces gens-là. Mais nous aussi, on a un œil. On regarde, on sait que ce monsieur, il peut être humble ou pas. On a notre point de vue avant de pouvoir copier. D'accord. Et Kelly, il y a un artiste, je ne sais pas si tu connais aussi, moi je l'écoute beaucoup, hein, c'est Youssoupha. Youssoupha disait, je cite, lorsqu'on est humble, c'est pas le fait de donner un morceau, de partager un morceau de pain avec un mendiant. Quand on est humble, c'est de donner le pain au mendiant. C'est-à-dire, en fait, l'image, elle est simple parce qu'il a caricaturé un petit peu. C'est-à-dire que vous avez l'image d'un monsieur qui tend un bout de pain à un mendiant et derrière, il a un autre qui cache dans son dos. Et Youssoupha dit tout simplement, ce que tu fais, l'acte, c'est de la gentillesse. Le côté humble voudrait que tu partages les deux morceaux de pain avec la personne. Et toi, tu es dans cette logique-là? D'où la différence qu'il fallait marquer dès le début entre la gentillesse et l'humilité. Tu partages, c'était qu'aujourd'hui, être humble, c'est tout donner sans forcément recevoir quelque chose en retour? Bah là, je sais pas, je peux pas me situer en fait. D'accord. Parce que tu peux tout donner et ne pas être humble. On va prendre l'exemple des politiciens. Oui, entre guillemets, oui, nos amis. Parce que ceux-là, en fait, quand ils font des dotations... ils font du match-vu. Il faut forcément qu'on les filme, il faut forcément qu'on sache qu'ils voilà, ils étaient à leur Mais non, mais on n'a pas besoin de parler des politiciens. Il n'y a qu'à voir des influenceurs aujourd'hui. Prenons ce cas, parce que ça, c'est plus proche de nous. Non, là, les influenceurs sont dans cette logique aussi. Si on parle de ça, je rejoins mon ami Chris Becker. Non, attention, non. Si on parle de ça, pourquoi? Parce que là, ils sont dans le cadre de l'exercice de leur métier, de leur fonction. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans un monde virtuel où le monde là nécessite qu'on doit se comporter comme ça. Non, attention. Oui, pour le cas de nos amis politiciens, vous dites effectivement que là, ils sont parce qu'il y a un but à atteindre derrière, en le faisant, en ayant cette facilité de donateur, il y a un but derrière. C'est des pratiques politiques. Voilà, mais pour autant, c'est normal que ça soit filmé. Est-ce que ces politiques sont obligés de pouvoir montrer la face publique qu'ils font? Bah écoute, si il y a une information, voilà, s'il y a une information, revenons sur le débat. Revenons sur le débat. D'accord. Revenons sur le débat, sinon on va s'éloigner. Exactement. Oui. Alors, moi, je revenais surtout sur ce bel exemple que vous avez, cette belle question que vous avez à poser. S'il était nécessaire de répartir vers nos sources. Ouais. J'ai dit oui, Régis, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit souvent, le véritable problème de l'Afrique, le véritable problème du jeune, c'est d'avoir voulu se dénaturer de notre propre culture, de notre propre identité. Ouais. On est allé épouser les cultures des autres, qui lorsqu'on pratique ça chez nous, ça nous met forcément, même sans le vouloir. Parce que nos grands-pères... Attention, parce que nos grands-pères au village, l'hiver, tu es d'accord que nos grands-pères au village, ils étaient très humbles. Je suis en train de... Bon, évidemment, on va relativiser. On va laisser... Oui, vas-y. Je suis en train d'arriver. Pourquoi? Quand je parle de nos cultures ici, je ne suis pas en train de faire référence à une personne particulière. Mais je parle de ce qui est déjà établi. Bon, je suis obligé de t'interrompre parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Effectivement, je sais que tu veux aller au bout de... Malheureusement, nous sommes arrivés au terme. Ça allait tellement vite. En tout cas, les amis, c'est ça, Génération News. On est tellement emportés par les thématiques qu'évidemment, le temps passe très vite. Alors, merci à toi, Stéphane, d'avoir participé à Génération News. Je rappelle que tu es étudiant en journalisme et communication. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci. On remercie également notre ami Liven. Écoute, Génération News, c'est ta maison. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Je rappelle que vous êtes étudiant en marketing. Vous êtes surtout consultant junior dans le domaine du marketing. Exactement. Donc, merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Kelly, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News, étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et on remercie également notre ami Chris Becker. On peut continuer le débat après, Chris, évidemment. On remercie notre ami Chris Becker. Je rappelle que vous êtes réalisateur, monteur, mais vous êtes surtout à la tête d'une d'une page Facebook, le petit journal du web, qui remet en place un peu toutes les activités des jeunes de la communauté gabonaise, évidemment. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Les amis, c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.